Parents détendus sur RCF Vendée. On donne plein de conseils à tous les parents qui nous écoutent aujourd'hui avec notre coach parental Emmanuel Mallard. Bonjour Emmanuel. Bonjour Julie, bonjour à tous. Alors, l'école a repris depuis quelques jours, quelques semaines maintenant. On peut donc parler de ces fameux devoirs qui enchantent ou non les parents comme les enfants. En tout cas, qu'on aime ou pas, il faut les faire. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à cette question, comment aider son enfant à faire ses devoirs, mais sans le faire à sa place. Exactement. Alors c'est un sujet que je tenais à faire en début d'année parce que je vois ça très régulièrement dans mes coachings, des parents qui font les devoirs à la place de leur enfant. Pour différentes raisons, soit pour gagner du temps, soit pour se dire quand ils sont plus grands, oui, mais il va avoir une mauvaise note et sur Parcoursup, ça va pas le faire et tout. Donc vraiment, j'étais confrontée à des parents qui font vraiment à la place de l'enfant. On va pas se leurrer, hein. Ça va rien apporter à l'enfant de faire ça. Pourquoi est-ce que les devoirs existent ? Ça, c'est déjà la première chose à se poser. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est pour renforcer les apprentissages. Ça, c'est une évidence. On voit des choses la journée. L'idée des devoirs, c'est de consolider en fait les notions qui sont vues en classe. Ça aide l'enfant à mieux comprendre et à mieux mémoriser en fait tout ce qui s'est passé. C'est la première chose. La deuxième chose, en fait, ça développe l'autonomie. C'est-à-dire qu'en fait, le rôle des devoirs, c'est également de développer l'apprentissage de l'organisation, par exemple, de la gestion du temps, de l'autonomie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des compétences sociales qui sont assez essentielles, qu'on va retrouver tout au long de la vie, hein, que ce soit dans les études ou dans le milieu du travail. Et c'est le début de cet apprentissage-là. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir aussi des devoirs pour ça et justement de les faire. Et puis la dernière raison de l'importance des devoirs scolaires, c'est la responsabilisation. C'est-à-dire que les devoirs, ça enseigne aussi à l'enfant d'être responsable de ce qui se passe. C'est-à-dire de nourrir aussi sa notion d'effort, parce que souvent, c'est pas toujours facile ce qui va se passer. Et surtout, c'est cette notion aussi d'engagement qu'il doit terminer, parce que s'il ne termine pas ce qu'il doit faire, eh ben, il y aura peut-être une conséquence derrière qui sera mise en place par l'enseignant. Donc, en fait, c'est vraiment cette notion de responsabilisation qui se met en place. Le seul bémol que je dirais à ce moment-là sur les devoirs scolaires, c'est que malheureusement, chaque enfant n'est pas accompagné de la même façon par ses parents. C'est là où peut se créer en fait des injustices. Donc, je sais bien qu'on peut rien y faire, mais ce qui est certain, c'est que je pense que pour certaines familles, il serait intéressant aussi que les devoirs scolaires soient faits peut-être sur du temps scolaire en fin de journée ou quelque chose comme ça, accompagné par un adulte qui mettrait tout ça en place pour que ce soit au même niveau, que toutes les familles soient à peu près au même niveau. Mais que les parents ne soient pas forcément investis dans cette tâche. Exactement, parce qu'il y a des parents qui aiment faire ça. Il y a des parents qui détestent faire ça, mais qui le font quand même parce qu'ils n'ont pas le choix. Et puis, il y a des parents qui s'en occupent absolument pas. Et ces enfants-là, de la dernière catégorie, sont bien sûr lésés au quotidien dans l'apprentissage. Et si jamais on a eu soi-même une mauvaise relation avec le concept des devoirs et qu'on se dit de manière très honnête avec soi-même, je ne veux pas reproduire cette chose-là, comment je pars dans de bonnes conditions ? Alors déjà, on va peut-être pas trop parler de son expérience personnelle, hein, surtout si elle a été négative. Si pour vous vraiment, c'est un supplice d'aider votre enfant à faire vos devoirs, il va falloir peut-être trouver une solution. La solution, c'est dans les collèges, il existe des heures d'études, par exemple, après, pour faire ça. Ou alors, vous pouvez très bien imaginer que c'est l'autre parent qui va s'en charger. Ou pourquoi pas un papy, une mamie, quelqu'un, un grand frère, une grande sœur. Mais ce qui est certain, c'est qu'on va essayer de ne pas retransmettre votre vécu. Ou alors, si vous souhaitez le partager, vous allez le partager de façon plutôt positive. C'est-à-dire, moi aussi, à ton âge, c'était compliqué, j'avais du mal avec ça, mais je me suis accrochée et j'ai fini par y arriver. Mais si vous dites, oui, t'as raison, de toute façon, ça sert à rien, j'aime pas, vous êtes sûr que votre gamin, il va pas s'y mettre du tout. Hein. Donc là, c'est vraiment se positionner là-dessus. C'est-à-dire chercher encore une fois une solution pour accompagner l'enfant pour ses devoirs. Est-ce que la posture du parent face aux devoirs évolue en fonction de l'âge, si c'est des devoirs d'enfants de 7-8 ans ou des lycéens ? Complètement, hein. Ça c'est une évidence. C'est-à-dire que là, encore une fois, vous allez jouer votre rôle d'éducateur. Vous allez apprendre à votre enfant à faire ses devoirs. Faire ses devoirs, ça ne veut pas dire les faire avec ni les faire à la place. On est bien d'accord ? On va apprendre à l'enfant à faire ses devoirs
tout seul pour développer son autonomie. Alors, un des premiers conseils que je peux vous donner en tant que parent, c'est d'abord, la première chose, c'est de créer un environnement propice aux devoirs. C'est-à-dire un espace de travail qui va être calme, bien éclairé, organisé, avec pas beaucoup de choses sur sur le bureau ou sur la table pour pas que il soit distrait par quoi que ce soit. On évite bien sûr d'avoir la télé allumée ou d'avoir des petits frères et sœurs autour qui vont pouvoir le distraire. Donc ça, c'est la première chose. On crée un environnement propice aux devoirs. La deuxième chose, c'est d'encourager l'indépendance de l'enfant. Et d'autant plus si vous n'aimez pas, vous n'avez pas aimé les devoirs, vous allez l'encourager vraiment à devenir indépendant. Donc encourager à devenir indépendant, ça veut dire l'encourager à réfléchir par lui-même et surtout pas à lui donner les réponses toutes faites. Pourquoi ? Parce que là, je vais revenir à cette notion des 4 objectifs mirages, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Le 4e étant nourrir son sentiment d'incapacité. Là, si vous donnez la réponse tout de suite à votre enfant ou si vous faites à la place, vous nourrissez son sentiment d'incapacité. Donc, c'est un enfant qui va absolument pas, non seulement ne pas avoir confiance en lui, mais en plus qui va rester dans un positionnement de bébé, entre guillemets, et surtout qui va attendre que les autres fassent à sa place tout au long de sa vie. Donc là, on va vraiment encourager l'indépendance, à réfléchir par lui-même, à se poser des questions, à aller faire des recherches un peu partout. Et pour encourager cette indépendance, on peut utiliser ce qu'on appelle la méthode de Socrate. C'est la méthode des entonnoirs, c'est-à-dire qu'on va poser des questions ouvertes et au fur et à mesure, on va restreindre le champ des réponses pour arriver à la réponse. Ça veut dire, comment pourrais-tu résoudre ce problème ? As-tu essayé de relire le cours aujourd'hui pour voir si ça apportait une explication ou un début de solution ? C'est-à-dire qu'on va encourager l'enfant à vraiment par des questions ouvertes, à trouver un début de réponse à ses problématiques de devoirs scolaires. Et puis, on va terminer simplement par ce besoin de soutien moral. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on sait à quel point ça peut être difficile pour certains enfants, surtout si certains enfants sont en difficulté scolaire. Là, on va utiliser l'écoute empathique. L'écoute empathique est encore une technique dont je vous parle assez souvent. C'est-à-dire qu'on va valider l'émotion que l'enfant. On peut dire, par exemple, je vois bien que t'es déçu parce que tu n'arrives pas encore à faire tes devoirs très vite, mais je pense que à force d'y travailler, tu vas y arriver. C'est-à-dire qu'on va valider l'émotion qui traverse l'enfant à ce moment précis et pourquoi pas, là, on peut essayer de lui proposer une solution pour l'aider à mieux gérer ce temps scolaire, ce temps de devoir scolaire. Et si les devoirs, globalement, ça se passe plutôt bien, le soir, il arrive, il s'installe, il les fait, et que globalement, c'est une bonne expérience pour tout le monde, et qu'il me dit, oui, j'ai fait l'exercice de maths, on s'arrête là, on vérifie, comment... Parce qu'après, on peut vite partir dans la catégorie des parents qui s'en occupent pas si au début tout se passe bien. Écoutez, moi, ce que j'allais dire, ça m'est arrivé avec certains de mes enfants, où j'ai jamais eu besoin de mettre le nez dans leurs devoirs scolaires parce que parce que c'était des filles, étaient beaucoup plus autonomes. Là, ce qui est certain, c'est qu'au départ, il faut quand même garder ce devoir de regard, en fait. Un regard, cadre. voilà. Je dis, ok, très bien, ça fait, montre-moi juste. Tiens, si tu veux, par contre, si tu as besoin, reviens vers moi, je te fais réciter ta poésie ou je te fais réciter tes mots irréguliers en anglais. Voilà, donner un petit coup de main. Mais on est juste en soutien, en fait, tout simplement. J'allais dire en soutien logistique, mais c'est pas vraiment ça. Mais là, on n'est pas dans du soutien moral. Tu veux un crayon, une gomme. Voilà. On est dans du soutien pratique, en fait. C'est-à-dire qu'on est là pour aider l'enfant et répondre aux difficultés de l'enfant. Mais vous avez certains enfants qui sont complètement autonomes et très tôt. Et il y en a même qui prennent plaisir à faire leurs devoirs. Ça existe. Donc là, à vous de vous adapter, bien sûr, à l'enfant que vous avez en face de vous. Moi, je vais vous donner un exemple bien précis aussi, comme quoi l'adaptation est différente. Moi, j'ai mon 4e qui a un TDAH. Quand il était petit, lui, il a cette mémoire, et ça, c'est important aussi de savoir quelle mémoire a votre enfant. Moi, il avait une mémoire kinésiologique, c'est-à-dire qu'il avait la mémoire du mouvement. Donc, quand il apprenait une poésie, il fallait le faire en action. C'est-à-dire que c'est un enfant qui ne pouvait rien apprendre en restant assis. Pour apprendre une poésie, on apprenait une strophe par pièce de la maison. Comme ça, dans sa tête, en fait, le matin, on avait juste à réciter. On disait, dis-moi, allez, récite-moi, c'est quoi le plan ? Il disait, la cuisine, l'entrée, la salle de bain, machin et tout. Alors, c'est quoi la strophe de la cuisine ? Hop, la cuisine, il se souvenait, qui passait par là, il s'arrivait à se souvenir des mots qu'il y avait à ce moment-là. Donc, chaque enfant réagit complètement différent. Il y a différentes méthodes de travail. Ça, c'est une évidence. Après, honnêtement, souvent, on sent tout petit ce que ça va donner. Et vous pouvez déterminer tout petit si ça va être un calvaire ou non, en fonction de l'enfant que vous avez en face de vous. Alors bien sûr, il y a des matières qui vont être beaucoup plus faciles que d'autres, mais certaines peuvent être assez compliquées et l'enfant peut garder ça tout au long de sa scolarité.
Alors, quelles sont les choses à ne pas faire? Parce qu'on vient de générations où les devoirs, moi j'ai des souvenirs de tant que j'avais pas tout bon, je ne bougeais pas de la table. On a évolué dans tout ça, on a des meilleures pratiques, enfin en tout cas on essaye de les adopter. C'est quoi ça, il faut pas faire? S'il n'y a pas de ça, il faut pas faire. La première chose qui est certaine, c'est on ne fait pas à la place de l'enfant. Ça, c'est une évidence. Pourquoi ? Parce qu'on lui enlève donc toute opportunité d'apprentissage, mais en plus, l'enfant, il a besoin de se tromper pour progresser. C'est-à-dire que si à chaque fois, il vous fait à sa place, tout est parfait, il va se tromper. Ça va pas aller. Moi, j'ai souvenir de coaching que j'ai fait lycée, où justement le papa faisait à la place de l'enfant parce qu'il avait trop peur qu'il ne réussisse pas ses exercices de maths. Mais oui, mais quand arrivait le jour du devoir sur table, il n'y arrivait pas. Mais il n'y arrivait pas, le gamin. Donc il avait été convoqué, mais enfin, en même temps j'étais surprise. J'ai dit, mais vous attendiez à quelle réaction de l'enseignant ? Il pouvait pas passer d'un 16 à un 4 sans raison, voilà. Donc là, on ne fait pas à la place, ça c'est une évidence. Comme on n'écrit pas à la place, si votre enfant a des difficultés de dyslexie, de dyspraxie, tout ça, on peut très bien avoir un PAP. Et là, dans ce cas-là, on va trouver d'autres solutions de faire à sa place. Il peut le faire à l'oral, il peut le faire de différentes façons. Donc on ne fait pas à la place. On ne surprotège pas non plus l'enfant. C'est-à-dire qu'on ne va pas le coller, être assis à côté, et on va lui laisser un petit peu de liberté. On va, encore une fois, lâcher prise sur le résultat. C'est-à-dire qu'on va insister sur les moyens mis en place, c'est-à-dire on veut que les devoirs soient faits. Par contre, est-ce qu'on exige une réussite totale ? Pas vraiment. Parce qu'à un moment donné aussi, il faut que l'enfant prenne ses responsabilités. Là, c'est pareil. Il ne fait que la moitié de ses devoirs. Il aura peut-être des sanctions le lendemain à l'école. Ou alors, de vous-même, vous pouvez très bien imaginer, imposer que le fait que les devoirs soient totalement faits, puisque ça, on en revient au lien avec les valeurs. Une des valeurs qui sont importantes pour moi, c'est que quand on commence quelque chose, on le termine. Donc, tes devoirs, tu vas les terminer, peu importe le résultat, mais moi, je veux que ce soit fait. Donc, on le ramène en fait à cette histoire de valeur. Il y a d'autres parents qui vont être, entre guillemets, en disant très bien, tu veux pas les faire, prends tes responsabilités. Si le maître te punit de ça, sache que moi, il y aura également une conséquence à la maison puisque tu n'auras pas tenu ce que tu devais faire. Donc, après, vraiment s'arranger au niveau de l'enfant, mais en tout cas, on va pas protéger l'enfant, ça c'est une évidence. Et puis, en tant que parent, il va falloir aussi apprendre le lâcher-prise, quoi. Le lâcher-prise à ce que l'enfant échoue, à ce que l'enfant se trompe, à ce que l'enfant fasse des choses qui ne sont pas parfaites et qui ne ramènent pas que des points verts, des points rouges ou des 20 sur 20, tout simplement. Parce que le but de l'école, c'est apprendre. Et j'ai l'impression, en vous écoutant, que des fois, on oublie ça, Emmanuel. C'est exactement ça. On est juste, en fait, la plupart du temps, on se rend compte qu'on est dans une obligation de résultat. C'est-à-dire qu'on voudrait que l'enfant, en fait, ait des super notes. Moi, je suis très vite redescendue de mon piédestal quand ma fille a fait une phobie scolaire. Ce que je voulais à un moment donné, c'est qu'elle aille juste à l'école et qu'elle fasse des apprentissages. Donc après, ça a changé complètement mon regard sur l'école. Ce qui n'empêche pas que mes enfants fassent des études supérieures, médecine, droit et tout ce qui va avec. Mais ce que je veux dire, c'est que je n'ai absolument plus mis le focus du tout sur les notes, mais sur les moyens qu'ils mettaient en place pour appréhender en fait le savoir. Les notes étaient, entre guillemets, optionnelles. On peut dire ça comme ça. Tout en sachant que ça dépendait aussi du projet de vie qu'avait chacun de mes enfants. C'est sûr que si on veut faire Sciences Po Paris, il vaut mieux avoir son bac mention très bien que de l'avoir au rattrapage. Peut-être plus des chances d'être pris. Mais ça, c'était leur problème à eux, puisque c'était leur projet de vie à eux. Ce n'était plus le mien. Moi, ce qui était important pour moi, c'est qu'il y ait un respect, en fait, des devoirs qui soient faits. Parce que, pour moi, une des valeurs, j'en parle souvent, c'est le respect. Et le fait de faire ces devoirs, c'est de respecter également l'engagement que met l'enseignant dans la transmission du savoir. Donc ça, c'était pas négociable. Quelques conseils pour que l'expérience devoir se passe bien? Ouais. Moi, je vais vous dire alors quelques petites astuces. Alors la première, qui vous a un peu surpris, Julie, au départ quand je l'ai dit, c'est de toujours commencer par le plus facile. Parce que souvent, beaucoup de parents commencent par le plus dur, sauf qu'on met tout de suite l'enfant en situation d'échec. On se dit, allez, c'est compliqué, on va s'en débarrasser, on commence par ça. Sauf qu'un enfant, par exemple, imaginez un enfant qui est dyslexique. Où il y a tout le temps de la lecture, surtout quand il est CP et que c'est hyper compliqué. Si vous commencez par des choses qui sont beaucoup plus faciles, vous allez lui nourrir sa confiance en lui. C'est-à-dire qu'il va développer sa confiance en soi, ce qui fait qu'il va se sentir beaucoup plus capable d'enchaîner ce qu'il y a derrière. Donc on commence toujours par le plus facile pour terminer par le plus dur.
Deuxième chose, une tâche qui est longue et complexe, on va la diviser en petites étapes. C'est-à-dire, on va pas lui dire, va faire tes devoirs. Un enfant TDAH, on va pas dire, va faire tes devoirs. On va pas dire non plus, va faire tes maths. On va dire, allez, donne-moi la réponse au premier exercice de maths, s'il est court. Parce que petit à petit, on va aller vérifier ce qui se passe. Que la montagne ne paraisse pas trop grande. Exactement, parce qu'en fait, l'enfant, il va abandonner tout de suite. Une autre chose, c'est qu'on va, encore une fois, et j'en parle souvent, du time timer, c'est-à-dire de la gestion du temps. On va dire, écoute, voilà, en CE2, tu as besoin de 20 minutes pour faire tes devoirs. Allez, on met sur 20 minutes. Allez, t'y vas à fond, comme ça, dans 20 minutes, c'est fini. Et puis après, on va mettre, pourquoi pas, une petite récompense. Eh ben, soit on va au parc, soit tu auras le droit d'aller jouer au foot dehors, soit tu vas faire autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, on va montrer à l'enfant qu'il y a un début et qu'il y a une fin au devoir. Parce que la grosse problématique des devoirs, quand beaucoup de parents disent, tu bougeras pas d'ici tant que c'est pas terminé, bah, c'est anxiogène. L'enfant, il n'a pas envie de ça. Mais s'il sait qu'il y a un début, il y a une fin, il va donner le maximum pour arriver à faire ce qu'il y a dedans, surtout s'il y a quelque chose de plaisant derrière. Et puis, s'il n'arrive pas à le faire dans le temps imparti, eh ben, on va faire une petite pause et on va recommencer un petit peu plus tard ce temps de devoir. On parlait du temps de devoir quand ils sont un peu plus grands, un peu plus autonomes, qu'on les laisse un peu plus... Merci d'avoir écouté cet épisode. Retrouvez toutes mes masterclass sur la parentalité et réservez votre appel découverte offert via le lien en description. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer.